Madame Teitelbaum, échevin des finances de la commune d'Ixelles, Monsieur de Jong d'Ardois, donc échevin de la culture, Monsieur le directeur de la fondation Auschwitz, chers amis, voilà 20 ans que je parle de mon père au passé et puis en même temps, j'ai l'impression de l'avoir quitté il y a peu, tant il reste présent. Vous allez peut-être me dire que c'est assez normal si c'est votre propre père, mais cette présence et ce sentiment est partagé par d'autres, la plupart étant présents ici ce midi. Aujourd'hui, à l'occasion de la publication de son livre, et c'est avec beaucoup d'émotion, je peux vous le dire, que je découvre ce livre extrêmement fouillé et riche, à l'occasion de la publication de ce livre, je souhaitais vous faire partager quelques souvenirs de ce père, de cet homme merveilleux, apprécié, de cet homme qui est à la fois généreux et, il faut quand même être honnête aussi, il était un peu exigeant parfois, mais juste. Je devais avoir probablement 7 ou 8 ans, lorsque mon envie d'être chirurgien est apparue. Un peu jeune peut-être, mais l'influence déjà de mon père, sa force de caractère, le charisme, ont certainement joué un rôle déterminant dans ce choix. La médecine a joué un rôle primordial dans sa vie, comme il a été rappelé. Donc son frère aîné, mon oncle Jacques, il a terminé ses études de médecine pendant la guerre. Études que Maurice souhaitait ardemment entreprendre, mais mes grands-parents ne pouvaient soutenir les études universitaires de 2 enfants. Et comme a rappelé M. de Jong d'Ardois, il a dû arrêter au milieu de son cursus d'école secondaire pour commencer à travailler dans le magasin familial. Mais c'est cette passion de la médecine qui l'a fait lire et relire ses notes de son grand frère, qu'il a gardé d'ailleurs longtemps après. Et il a ainsi, en autodidacte, comme était rappelé, acquis les connaissances médicales suffisantes pour, et je l'ai mis entre guillemets, travailler à Auschwitz avec ce médecin tchèque qui lui a certainement sauvé la vie. Il va entamer les études de médecine en 1946 à l'âge de 25 ans, ce qui est l'âge habituel de ceux qui terminent leurs études. Il m'a transmis à moi, mais probablement aussi à d'autres, en tant qu'enseignant, cette passion, cette envie d'aider les autres. Il a été rappelé, et c'est amusant, nous ne nous sommes pas concertés, mais mon père aimait transmettre. Il était un passeur de mémoire, et toute l'histoire est centrée sur cette histoire du carnet, le fameux carnet, qui est un outil indispensable. Il raconte à la journaliste Florence Aubenas, dans un article publié dans le journal Libération, en 1995, comment le 19 janvier 1945, il découvre le carnet. Et je cite, « Le carnet était par terre, dans une baraque que les Allemands avaient à moitié incendiée avant d'évacuer le camp. Nous cherchions de la nourriture, des vêtements. Soudain, j'ai vu là, pas même brûlé, intact, vierge. Le carnet, je l'ai pris. Je ressentais une sensation incroyable de pouvoir garder quelque chose pour moi. À Auschwitz, on risquait déjà gros en conservant un petit bout de bois, une deuxième cuillère et même du pain. Pour un mot griffonné, les SS nous auraient tués. Pouvoir écrire, c'était la liberté. Ce carnet a été remis à la Fondation et est la base du manuscrit publié aujourd'hui. Durant mes études de médecine et ensuite durant ma vie professionnelle, mon père n'a cessé d'être ce guide, ce conseiller, cet homme épris de liberté, toujours à l'écoute de l'autre, même si parfois les conversations, je l'ai déjà rappelé, étaient parfois tendues et parfois orageuses, évidemment. Ce caractère assez trempé, clair et précis a certainement permis à mon père de revenir vivant ou a été modifié au cours des années par ce séjour de plus d'1 an dans l'univers concentrationnaire. Jean d'Ormesson, à mieux que moi, je ne pourrais le faire, décrit ce monde de l'horreur lors de son discours pour l'admission de Madame Simone Veil à l'Académie française en 2010. Et je cite, ces mots sont à la fois riches et simples et durs. « Dans l'abîme où vous êtes tombée, Madame Veil, dans ce cauchemar devenu réalité, il faut s'obstiner à survivre. Survivre à Auschwitz comme à Mauthausen, Treblinka, Bergen-Belsen est une tâche presque impossible. Le monstrueux prend des formes quotidiennes. À l'intérieur de l'industrie du massacre, les barèmes s'établissent. Et il est intéressant de noter, entre guillemets, que
il va citer les mêmes éléments de repère que mon père. Pour obtenir une cuillère, ce qui devait être probablement très important là-bas, il faut l'organiser selon le terme consacré, c'est-à-dire l'échanger contre un morceau de pain. Dans ce monde de la terreur et de l'humiliation, fait pour détruire tout sentiment humain, et dont le spectre ne cesse de hanter notre temps, la survie était plus qu'exception. Madame Veil, pour information, sera tatouée et recevra le numéro 78 651 comme matricule, soit à peu près 2000 numéros de plus que ma maman, Rosa, qui a le matricule 76 604. Il a fallu beaucoup de temps, d'écoute, de réflexion pour que je puisse comprendre la grandeur de cet homme. Mon père, l'homme que vous voyez tous les jours pendant 25 ans de votre croissance, de votre jeunesse, mon père qui a construit finalement seul, comme vous l'avez entendu raconté par M. de Hong-Dardois, seul avec son épouse, ce que nous sommes aujourd'hui. Nous, ses enfants, donc ma sœur Martine et moi, et ses petits-enfants ici présents, Eva, Alice et Simon. Avant de conclure, j'ai demandé à mon ami Pierre Van Damme de nous interpréter le chant des soldats du Marais ou chant des déportés. Ce chant a été créé durant l'été 1933, qui est d'ailleurs en langue allemande au départ, par des prisonniers politiques allemands dans le camp de Borgemore en Allemagne, entouré de marais. Et ces prisonniers politiques avaient une peine, l'ordre 1 ou 2 ans, et puis en sortant, ils sont partis avec ces paroles, avec ces chansons, et il a été traduit dans différentes langues, et il est devenu aujourd'hui le symbole international de la dignité humaine contre la déportation. Merci Pierre.